Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Dans cette vidéo, je vous proposer un sujet d'examen et une expression écrite inspirée de le dernier jour d'un condamné pour vous aider à mieux comprendre. L'œuvre est à réussir, vous êtes au devoir. Restez bien pour découvrir les conseils et des exemples concrets. Niveau baccalauréat, examen de français, texte du chapitre 5. Roman, le dernier jour d'un condamné. Je lis le texte. Peine arrivée, des mains de fer s'emparèrent de moi. On multiplia les précautions. Point de couteau, point de fourchette pour mes repas. La camisole de force, une espèce de sac de toile à voilure, emprisonna mes bras. On répondait de ma vie. Je m'étais pourvu en cassation. On pouvait avoir pour 6 ou 7 semaines cette affaire onéreuse. Il importait de me conserver sain et sauf à la place de grève. Les premiers jours, on me traita avec une douceur, mais qui m'était horrible. Les égards d'un guichetier sentent l'échafaud. Par bonheur, au bout de peu de jours, l'habitude reprit le dessus. Ils me confondirent avec les autres prisonniers dans une commune brutalité, et n'eurent plus de ces distinctions inaccoutumées de politesse qui me remettaient sans cesse le bourreau sous les yeux. Ce ne fut pas le seul amélioration, mais jeunesse, ma docilité, les soins de l'aumônier, de la prison, et surtout quelques mots en latin que j'adressai au concierge, qui ne les comprit pas, m'ouvrir la promenade une fois par semaine avec les autres détenus et firent disparaître la camisole où j'étais paralysé. Après bien des hésitations, on m'a aussi donné de l'encre, du papier, des plumes et une lampe de nuit. Tous les dimanches, après la messe, on me lâche dans le préau à l'heure de la récréation. Là, je cause avec les détenus. Il le faut bien. Ils sont bonnes gens. Les misérables, ils me comptent leur tour. Ce serait à faire horreur, mais je sais qu'ils se vantent. Ils m'apprennent à parler argot, à rousquiller, bigorne, comme ils disent. Si toute une langue entrait sur la langue générale comme une espèce de croissance hideuse, comme une verrue, quelquefois une énergie singulière, un pittoresque effrayant. Il y a du résiné sur le trimar, du sang sur le chemin, épouser la veuve, être pendu, comme si la corde du gibet était veuve de tous les pendus. La tête d'un voleur a deux noms,
la Sorbonne. Quand elle médite, quand elle médite, raisonne et conseille le crime, la tranche, quand le bourreau la coupe, quelquefois de l'esprit de vaudeville, un cachemire d'osier, une hotte de chiffonnier, lamenteuse la langue, et puis partout, à chaque instant, des mots bizarres, mystérieux, laides et sordides, venus on ne sait d'où, le tôle, le bourreau, la conne, la mort, la placarde, la place des exécutions. On dirait des crapaudes et des araignées. Quand on entend parler cette langue, cela fait l'effet de quelque chose de sale et de poudre, d'une liasse de haillons que l'on secouerait, avant vous. Du moins, ces hommes-là me plaignent. Ils sont les seuls, les geôliers, les guichetiers, les porte-clés. Je ne leur en veux pas, cause et rit, et parle de moi, devant moi, comme d'une chose. On passe maintenant à la question de compréhension. Question 1. Quel est le sentiment dominant du narrateur au début du texte? Question 1. Quel est le sentiment dominant du narrateur au début du texte? Le sentiment, la colère, l'indifférence, l'espoir, la résignation. La réponse, c'est D, la résignation. Question 2. Quelles sont les précautions prises par les gardiens envers le narrateur? Question 2. Quelles sont les précautions prises par les gardiens envers le narrateur? A. Ils lui offrent des repas spéciaux. Ils lui retirent tout objet potentiellement dangereux. Ils lui permettent de se promener dans la cour. D. Ils lui parlent régulièrement pour le réconforter. La réponse. Ils lui retirent tout objet potentiellement dangereux. C'est la réponse B. La question 3. Quels éléments de la cellule le narrateur observe-t-il à travers les barreaux? Question 3. Quels éléments de la cellule le narrateur observe-t-il à travers les barreaux? S. A. D'autres prisonniers. B. Une ligne de toit, un coin de ciel et la rue. C. Des arbres et des oiseaux. D. Des gardiens patrouillant. La réponse, c'est B. Une ligne de toit, un coin de ciel et la rue. La question 4. Quel événement rompt la monotonie des premiers jours du narrateur? Question 4. Quels éléments rompent la monotonie des premiers jours du narrateur? Est-ce A. L'arrivée d'un nouveau prisonnier? B. La vitesse d'un avocat? C. La première parole du guichetier? D. Une tentative d'évasion? La réponse est C. La première parole du guichetier. Question 5. Quelle est l'attitude des autres employés de la prison envers le narrateur à la fin du texte? Question 5. Quelle est l'attitude des autres employés de la prison envers le narrateur à la fin du texte? Est-ce que il lui témoigne de la comparaison? B. Il l'ignore complètement. C. Il parle de lui comme d'un objet. Et D. Il le menace. La réponse est C. Il parle de lui comme d'un objet.
Maintenant, on passe aux questions d'analyse et de langue. Question 1. Identifier et analyser la figure de style dans la phrase Des mains de fer s'emparèrent de moi. Question 1. Identifier et analyser la figure de style dans la phrase Des mains de fer s'emparèrent de moi. La réponse, il s'agit d'une métaphore. Mains de fer suggère une prise brutale et impitoyable, soulignant la force et l'inhumanité des Gaulières. Question 2. À quel niveau de langue appartient l'expression J'étais bien assise. J'étais bien aise de voir si l'on me la laisserait longtemps. Justifiez votre réponse. Question 2. À quel niveau de langue appartient l'expression J'étais bien aise de voir si l'on me la laisserait longtemps. Justifiez votre réponse. La réponse. Cette expression appartient au niveau de langue courant, voire soutenu. L'utilisation de aise du lieu de content et la construction de la phrase montrent un registre plus formel et soigné. Question 3. Analysez l'emploi des temps verbaux dans le passage où le narrateur décrit ses journées. Par exemple, j'essayais de regarder. J'y vis. Les passants me parurent. Quel effet cela produit-il Question 3. Analysez l'emploi des temps verbaux dans le passage où le narrateur décrit ses journées. Par exemple, j'essayais de regarder. J'y vis. Les passants me parurent. Quel effet cela produit-il La réponse. L'utilisation de l'imparfait et du passé simple crée un effet de répétition et de monotonie. Cela illustre l'enfermement du narrateur dans une routine aliénante. Question 4. Relevez une phrase qui montre l'isolement du narrateur et expliquez comment elle traduit ce sentiment. Question 4. Relevez une phrase qui montre l'isolement du narrateur et expliquez comment elle traduit ce sentiment. Réponse. C'était la première parole humaine que j'entendais depuis si longtemps. Cette phrase exprime un isolement profond, car il montre que le narrateur n'a pas eu de contact humain depuis une période indéterminée, ce qui souligne sa solitude et son désespoir. Question 5. Identifiez le champ lexical dominant dans le premier paragraphe du texte. Quel est son effet Question 5. Identifiez le champ lexical dominant dans le premier paragraphe du texte. Quel est son effet La réponse. Le champ lexical dominant est celui de l'enfermement et de la privation. Main de fer, précaution, point de couteau, point de fourchette, ota, cravate. Cela crée une atmosphère oppressante et met en évidence la perte de liberté du narrateur. Question 6. Quelle est la fonction de la phrase Ce n'est pas que je tense beaucoup à la vie dans le contexte du récit. Question 6. Quelle est la fonction de la phrase Ce n'est pas que je tense beaucoup à la vie dans le contexte du récit. La réponse. Cette phrase sert à nuancer le propos du narrateur. Elle suggère une certaine lassitude et un détachement par rapport à la vie, tout en soulignant une curiosité morbide quant à son sort. Question 7. Expliquez l'importance du silence dans ce texte. Comment le silence contribue-t-il à l'atmosphère générale Question 7. Expliquez l'importance du silence dans ce texte. Comment le silence contribue-t-il à l'atmosphère générale La réponse.
Le silence est omniprésent et contribue à une atmosphère de pression et d'isolement. Le silence des gardiens renforce le sentiment d'être traité comme un objet plutôt qu'un être humain, augmentant ainsi le désespoir du narrateur. Question 8. Dans quelles œuvres étudiées en classe ce texte pourrait-il s'inscrire thématiquement? Justifiez votre réponse. Question 8. Dans quelle œuvre étudiée en classe ce texte pourrait-il s'inscrire thématiquement? Justifiez votre réponse. La réponse: ce texte pourrait s'inscrire thématiquement dans Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Les deux œuvres explorent l'isolement, la déshumanisation et l'angoisse d'un prisonnier face à une mort imminente. Question 9. Le narrateur dit: Oreste, les guichetiers, les porte-clés, je ne leur en veux pas, cause et rien, et parle de moi, devant moi, comme une chose. Comment interprétez-vous cette attitude des autres employés de la prison? Question 9. Le narrateur dit: Au reste, les guichetiers, les porte-clés, je ne leur en veux pas, cause et rien, et parle de moi, devant moi, comme d'une chose. Comment interprétez-vous cette attitude des autres employés de la prison? La réponse: cette attitude révèle une déshumanisation extrême du narrateur. Les employés de la prison le considèrent comme un simple objet, dépourvu de sentiments et de dignité, ce qui renforce son isolement et son désespoir. Question 10. Choisissez l'un des mots suivants et expliquez sa connotation dans le texte. Barreau, mur, porte. Question 10. Choisissez l'un des mots suivants et expliquez sa connotation dans le texte. Barreau, mur, porte. La réponse: mur. Dans ce texte, le mot mur est une connotation d'enfermement et de séparation. Il symbolise l'isolement physique et émotionnel du narrateur, ainsi que la barrière infranchissable qui le sépare du monde extérieur et de la liberté. Passons maintenant aux productions écrites. L'énoncé: la privation de liberté est-elle justifiable, même au nom de la justice? Dans un texte argumentatif structuré, développez votre point de vue sur cette question en vous appuyant sur le texte et sur vos connaissances personnelles. Le sujet: la privation de liberté est-elle justifiable, même au nom de la justice? Dans un texte argumentatif structuré, développez votre point de vue sur cette question en vous appuyant sur le texte et sur vos connaissances personnelles. Les critères de correction: conformité à la consigne, cohérence de l'argumentation, structure du texte, correction de la langue. Passons maintenant à la correction de la production écrite possible. La question de la privation de liberté au nom de la justice suscite un débat complexe et profond. D'un côté, la société a le devoir de se protéger contre ceux qui enfreignent ses lois et mettent en danger ses citoyens. D'un autre côté, la liberté est un droit fondamental et sa restriction doit être justifiée par des motifs impérieux et encadrée par les procédures rigoureuses. Ainsi, il convient de se demander si la privation de liberté est toujours justifiable, même lorsqu'elle est exercée au nom de la justice. Pour répondre à cette question,
Il est essentiel de considérer différents arguments. Tout d'abord, la privation de liberté peut être perçue comme une mesure de rétribution envers ceux qui ont commis des actes répréhensibles. L'idée est que la société, par le biais de son système judiciaire, inflige une souffrance proportionnelle au préjudice causé. Cependant, cette approche soulève des questions éthiques quant à la légitimité de la vengeance institutionnalisée. Depuis, elle ne tient pas toujours compte des circonstances individuelles et des causes profondes de la criminalité. Ensuite, la privation de liberté est souvent présentée comme un moyen d'assurer la sécurité publique en mettant hors d'état de nuire les individus dangereux. On protège les citoyens contre de nouvelles agressions. Ces arguments est particulièrement pertinent dans les cas de crimes violents ou de récidive. Toutefois, il ne doit pas conduire à une privation de liberté excessive ou disproportionnée, ni à une stigmatisation permanente des individus concernés. Enfin, la privation de liberté peut être envisagée comme une opportunité de réhabilitation et de réinsertion sociale en offrant aux détenus des programmes éducatifs, de formation professionnelle et de soutien psychologique. On peut les aider à prendre conscience de leurs erreurs, à développer de nouvelles compétences et à préparer leur retour dans la société. Cette approche, bien que coûteuse et complexe à mettre en œuvre, est essentielle pour réduire la récidive et favoriser une justice plus humaine et efficace. Le texte fourni illustre bien les aspects déshumanisants, déshumanisants de la privation de liberté. Le narrateur est réduit à un objet, privé de ses biens personnels et de toute communication significative. Cette situation soulève des questions sur la manière dont la justice est appliquée, sur les conséquences de l'enfermement sur la dignité humaine. En conclusion, la privation de liberté est un outil nécessaire à la justice, mais elle doit être utilisée avec parcimonie, proportionnalité et dans le respect des droits fondamentaux. Elle ne doit pas être motivée par la vengeance ou la stigmatisation, mais plutôt par la volonté de protéger la société, de réhabiliter les délinquants et de promouvoir une justice plus équitable, plus équitable et humaine. Il est impératif de repenser les alternatives à l'emprisonnement et de mettre en œuvre des politiques publiques qui favorisent la prévention de la criminalité et la réinsertion sociale. C'est fini, j'espère que vous avez désormais une meilleure compréhension de cette œuvre et des outils pour réussir à vos devoirs et examens. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la littérature et l'analyse de textes.